Alors, un nouveau duo qui éclaire, on a parlé de textes libres. Ici, on va rentrer dans la question des histoires. Et c'est un duo entre Bart là, j'ai tellement peur de mal dire que je ne sais pas du tout, ça va pas du tout. Butzeupens, voilà, oui, je t'ai dit, qui travaille à Comundos ASBL, et Laurence Delperrange, qui fait partie de l'équipe populaire, qui vont venir nous raconter aussi une dernière pratique. Voilà. Voilà, donc l'histoire qu'on va vous raconter Bart et moi, elle passe à la fois par les écoles agricoles dans les communautés mayas de l'Altiplano au Guatemala, par le Honduras, par le Brésil, et aussi par le collectif des femmes à Louvain-la-Neuve, par les militants des équipes populaires, par lire et écrire très bientôt. Enfin voilà, on espère que c'est le début d'une longue histoire. Alors cette histoire, elle s'inscrit souvent dans le quotidien de personnes qui ont une réalité quotidienne chahutée. Et donc, le dénominateur commun, je dirais, entre ce que Bart développe dans le sud de la planète et ce que nous développons aux équipes populaires, c'est que nous sommes pris dans un étau de réalité mondialisée. Alors, si celle-ci dépasse souvent donc, les personnes, les groupes avec lesquels nous travaillons, on ne peut pas dire que ces réalités n'ont pas d'impact sur leur quotidien. Et donc, voilà pourquoi on a décidé de lancer ce projet. Donc, c'est d'abord Bart qui l'a développé, et puis par un peu le hasard d'une rencontre qui date, hein, parce qu'à l'époque, moi, je travaillais comme journaliste au Ligue, et Bart travaillait dans les favelas du Brésil, à Recife. Et donc, voilà, on s'est retrouvés là, il n'y a pas très longtemps. Bart m'a parlé de son projet, et je me suis dit qu'il y avait vraiment là quelque chose qui aurait tout son sens dans le cadre de l'éducation permanente, parce qu'aux équipes populaires, on se situe dans ce secteur. Voilà. Et donc, binôme nord-sud au niveau du projet qu'on développe, mais aussi binôme nord-sud de la Belgique, voilà, Flandre, Wallonie. Voilà, donc Bart. Merci pour l'invitation. Et on va vous raconter un peu sur les histoires digitales. J'espère que ça peut être complémentaire de ce que vous faites, parce que l'idée, ce n'est pas inventer de nouvelles choses, mais de pouvoir fortifier, rendre plus fort votre pratique pédagogique. Bon, je travaille depuis 1 an dans un OSBL qui s'appelle Comundos. Ça fait qu'1 an que ça existe, mais j'ai un peu d'expérience dans les favelas en introduire les nouvelles médias où il y avait personne qui avait un ordinateur. On mettait Internet et les jeunes, ils ont appris à donner cours. On montait les petits cours et donnait cours au quartier. Et après, là, on a un peu appris que ça a duré longtemps, on allait pour 2 ans, on est resté 7 ans, moi et ma femme, et on a monté des centres numériques de base, et après on voulait plus, on a gagné un prix pour monter des centres web design, graphisme et vidéo. Mais vidéo prenait tant de temps, ça prenait dans un contexte pédagogique. Comme ça, les histoires digitales donnent une... Ah, c'est Open Office. Et comme ça, on a monté une organisation avec quelques journalistes qui sont à mon bord et pédagogues pour donner plus de capacité les professeurs dans le Sud pour utiliser les nouvelles technologies dans leur pédagogie. Et on est Comundos, coopération, communication entre mundos, c'est l'idée. Et on commence avec des histoires digitales, d'insérer des histoires digitales pour sensibiliser, avoir une interaction sociale et un moyen de se communiquer. Il faut savoir que dans ces pays, la plupart des gens ne sont pas représentés sur la télé. Alors, je pense déjà que ça va changer le monde. Mais bon, ce n'est pas encore nous. Ils sont tous simples, les histoires. Et c'est une façon de travailler
éducation médiatique, alphabétisation médiatique, il y a plusieurs termes. De travailler aussi la rédaction sur une façon ludique et que les jeunes ils apprennent pas seulement à consommer, mais qu'ils commencent aussi à produire des contenus sur base de leur histoire. Oui, on le fait en partenariat avec un ONG dans différents pays. Et en effet, je suis dans un contexte au fin du monde, dans des écoles agricoles, où ils ont un problème des matériels didactiques et les histoires digitales peuvent aider pour ça. L'idée qu'on a commencé, ça fait un an maintenant, l'Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Nicaragua, et le Brésil. C'est ça qu'on a fait, on a monté le projet pilote. Et l'année prochaine, oui, cette année-ci, l'année prochaine, on va les connecter avec l'Afrique. Et ce sont tous des écoles agricoles qui fonctionnent de la même façon, des écoles qui travaillent partiellement. Les jeunes vont 15 jours à l'école et 15 jours, ils pensent sur leur projet productif. En effet, créer du travail où il n'y en a pas. Là-dedans, c'est très j'ai la chance d'être dans ces écoles parce qu'ils ont beaucoup de contenu. Je ne dois jamais les demander s'il y a des contenus qu'ils savent tous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Tous. Toujours. Ils trouvent même la musique, que moi j'avais peur de trouver une musique, mais eux, ils ont des musiques locales qu'ils veulent mettre dans leur petit film. Une histoire digitale, c'est un simple outil, c'est un petit film, une histoire numérique, il y a plusieurs, et c'est réalisé en atelier de 3 jours. Nous, on prend 4 jours, parce qu'on le fait avec des professeurs, et on veut un jour en plus, parce qu'on veut faire un orchestre, et on trouve encore une petite musique en harmonie entre les différents pays. Pour ça, le 4e jour, on peut faire le réseau. Ce sont des histoires des participants. Un film dure environ 3 minutes et c'est une séquence d'images. C'est pour ça que ce n'est pas des vidéos, ça va beaucoup plus vite. Un prof n'a pas le temps pour qu'un débutant de vidéo, il filme beaucoup trop, ça s'appelle aspirer des images, et après ils ont besoin que 30 minutes, mais dans un contexte pédagogique, ils n'ont pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. On continue avec les photos. Et on fait un peu de cours de photographie, les premiers pas aussi. C'est produit hors connexion parce que tous ces centres, ils ont une connexion très faible. Pour ça, il faut qu'on soit créatif de trouver quelque chose de travailler multimédia sans connexion. Et les ordinateurs sont à l'ancienne. Ils sont très vieux, mais ça fonctionne avec ceux-là. Et on n'a plus besoin d'acheter, moi je pensais au début, on va pour graver la voix, mais ils ont des smartphones partout dans le monde. Là, et la plupart n'avaient jamais gravé sa voix. Ils ne savaient même pas. La plupart des gens, des jeunes, des professeurs, ils n'avaient jamais utilisé le téléphone pour graver. Bon, une petite histoire, je me demande, oui. Ça c'est, je vais vous... Un exemple, j'en ai pas beaucoup avec sous-titres français, mais maintenant on en a déjà 130, faits par des professeurs, et au Brésil ils ont toujours emmené des jeunes aussi. On va montrer un petit film simple fait par un agriculteur. Et c'est le petit film qu'on est en train d'utiliser comme cours d'espagnol au Brésil. Je vais vous dire comment on pourrait... je vais sur YouTube, on a un canal, ah oui. Le cours d'espagnol, ça vient d'arriver. En effet, c'est très facile de montrer un petit film et de faire quelques questions là-dessus. Oui. ¿Quién produce mi comida? Mi nombre es Luis. Vivo en la región oriental de Guatemala. Oui, les titres, vous avez jeté les titres. Pardon. ¿Quién produce mi comida? C'est ça. Mi nombre es Luis. Vivo en la región oriental de Guatemala. He trabajado como agricultor, cultivando maíz, frijol y he sido piscicultor.
En ese proceso he observado unos problemas que enfrentan las familias rurales y urbanas. Las necesidades básicas del ser humano son sustento y abrigo. En la región es común que en muchos hogares guatemaltecos esto es difícil de lograr. En el oriente del país, muchos campesinos no tienen tierra propia para producir. Los inviernos cortos con poca lluvia y los veranos largos sin lluvia, el tiempo para producción es corto y mucho riesgo. A muchos agricultores no les alcanza para alimentarse todo el año lo que producen. Se necesita dinero, tiempo y se produce poco. Muchos buscan apoyo financiero en las organizaciones de microfinanza, pero estas cobran elevados intereses y en lugar de servir de apoyo, causan endeudamiento. Algunos productores de la región lo hacen con uso exagerado de productos químicos. Hay muchos que son residuales en hojas y frutos. Al comer esos alimentos, causan problemas de salud, como alergias, problemas renales y otros. Estamos invadidos de comida rápida o chatarra. Está cambiando la idea de nutrirnos por el de simplemente quitar el hambre. Se compra fácilmente, no hay que prepararla y la cambian por alimentos saludables. Es necesaria una educación consciente para cambiar esa práctica. Por eso promuevo el cultivo y consumo de verduras en casa. No es necesario tener mucha tierra. Con poca creatividad y ganas se puede lograr, produciendo y cuidando las semillas para que sea sostenible. Si tienes otra idea, te invito, compártela con nosotros. Ça, c'est son histoire. Lui, il voulait raconter son histoire comme ça, mais on en a déjà assez. Oui. Seulement, je voulais le cours de langue, je dirais, regardez le film. Après, on va le re-regarder, on va revoir le film et on arrête. On fait un texte. Le texte, il est en dessous. On met quelques blancs. On met quelques blancs dans le texte. On revoit le texte. Bon, on peut faire des questions pour déjà remplir le blanc. Oui, je sais, je suis plus que 10 minutes. C'est ça qu'on a. Bon, je vais passer. Donc moi, je vais vous parler du cadre wallon, je dirais. Donc les ateliers qu'on développe dans le cadre de notre travail aux équipes populaires, donc l'éducation permanente qui consiste, voilà un petit rappel, donc à amener les personnes, les groupes avec lesquels on travaille, à poser un regard critique sur tout ce qui impacte leur quotidien pour qu'ainsi les personnes puissent exercer leur droit de citoyen à participer au débat public sur les enjeux qui les concernent. Donc les histoires digitales sont complètement dans ce cadre-là, puisque les questions c'est les personnes elles-mêmes qui parlent de ce qu'elles vivent, de comment elles le vivent, et en plus en montrant les petites histoires digitales qui sont produites, ça peut aussi faire écho dans le vécu des personnes qui vont découvrir les histoires. Alors nous, on a décidé de travailler sur les 6 thématiques sur lesquelles on travaille durant 5 ans, enfin voilà, pour les 5 ans à venir. Il y a question de consommation, donc ça touche vraiment au quotidien des familles, aussi bien en surendettement que comment consommer, éviter les pesticides, les additifs, voilà, toutes ces choses terribles. La citoyenneté, la démocratie et le politique, le vivre ensemble, l'emploi, la protection sociale et les services collectifs, la pauvreté et l'exclusion, modèle de développement, modèle de société. Donc vous voyez que c'est très vaste et que la plupart des personnes, donc quand on leur présente les thématiques, trouvent forcément matière à venir introduire dans cette thématique-là quelque chose qui est soit une difficulté qu'elles ont vécue, soit des questions qu'elles se posent. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc peut-être, qu'est-ce que je vous dirais encore d'essentiel, c'est que dans les perspectives, donc il y a pas mal de projets qui sont lancés avec des personnes dans les CPAS,
À Nivelles, on va mener un projet avec des jeunes qui sont au RIS et qui après iront eux-mêmes travailler des histoires digitales avec des personnes âgées. On a aussi un projet là qui se met en place avec un groupe d'apprenants chez Lire et Écrire. On a aussi un projet dans le cadre du festival du film social dont le thème sera Cap sur l'utopie. On va travailler au CRAB à Jodogne, qui fait aussi un travail d'insertion professionnelle, pour travailler justement ce thème de l'utopie. Donc à la fois il y a l'idée de nourrir la thématique qui sera abordée, puis que dans cette thématique-là, les personnes puissent inscrire voilà, qui elles sont et comment elles posent un regard justement critique sur le monde dans lequel on vit. Donc voilà, il y a tout ça. On va aussi travailler avec des partenaires flamands, parce que voilà, on fait en sorte de passer la frontière aussi. Moi, je voudrais encore une fois ajouter, je l'ai fait avec des groupes très faibles. Je l'ai fait avec des Roms qui avaient 1 an, 2 ans de scolarité. Et là, on a travaillé la discrimination. C'était un projet contre l'homophobie à Bruxelles. Et on a gagné cet appel pour faire, c'était avant ce projet-ci, pour travailler contre la discrimination. Est-ce que vous êtes discriminé? Oui, ok. Regarde les droits de l'homme, comment ça fonctionne, oui. Et alors, qui est-ce que vous discriminez? Et on a eu un bon dialogue. Et après, eux, ils ont fait des petites histoires. Et il faut être tolérant contre tout le monde. Et ils ont tous fait. Ils ont même parlé de leur situation de Rome. Je suis jeune, 15 ans, que je suis femme. Et une fois que je suis mariée, je ne peux plus aller à l'école. Bon, elle parlait des sons. Je ne peux pas demander non plus qu'ils deviennent militants dans ce... Mais quand même, ils se sont... ils ont fait des petits films de tolérance, oui. Oui. Donc, ce qui nous paraît important aussi, enfin, aux équipes populaires, c'est de se dire que l'histoire sociale, voilà, c'est aussi les histoires digitales permettent de l'écrire ensemble, collectivement. J'aurais bien voulu montrer quand même une petite histoire qui dure 3 minutes. C'est possible? Oui. Donc, une histoire qui a été créée par Francesca au collectif des femmes. Bon, au niveau du son, on se rend compte qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais enfin, voilà, vous allez voir. Merci pour J'avais 12 ans et j'avais peur de la vie. Parfois, je même pensais mourir. Des années plus tard, je fais une rencontre à Kinshasa qui m'a amenée en Belgique. J'avais 26 ans et j'attendais un enfant. Arrivée en Europe, je me suis présentée à l'Office des étrangers et j'ai été transférée au centre d'accueil du Petit Château. Enceinte, je me suis sentie très seule, pas de famille, mon copain m'avait abandonnée. J'avais besoin de soutien pour partager mes émotions, la douleur et la souffrance. J'ai été accueillie par une femme qui m'a demandé mon identité. Elle m'a ensuite enregistrée en me donnant un numéro national, en me transférant dans le centre d'accueil du Petit Château. Après, on m'a transférée dans un centre fermé. On était suffi, enfermés dans une chambre. Je refusais de manger, même de me laver. J'ai même été menottée par un policier durant 1 heure de jugement, malgré ma grossesse qui laisse indifférent. Heureusement, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont joyeuses et qui m'ont aidé à me débrouiller seule avec ma fille en allant dans des associations d'immigrés. Grâce aux associations et de personnes militantes pour les droits de l'homme, je puis quitter cet endroit. Aujourd'hui, je suis heureuse avec ma fille de 3 ans après avoir passé des moments difficiles. Mais je surmontais l'épreuve de la vie entre des stress et des espoirs. Aujourd'hui, je suis heureuse
avec ma fille de 3 ans après avoir passé le moment difficile, mais je puisse surmonter l'épreuve de la